Salut à tous, c'est Romain PC, bienvenue dans la troisième vidéo sur Git, probablement la plus importante. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez maintenant un dépôt distant Git prêt à être utilisé. Nous allons enfin voir ce qu'il est possible de faire avec. Nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, pour utiliser Git sur un projet, il vous faudra un dépôt local sur votre PC. Je rappelle qu'il représentera votre version en cours de développement du projet. Pour obtenir cette version du dépôt, il faudra cloner le dépôt global. Si le dépôt se trouve sur votre machine, rien de plus simple, tapez dans un terminal la commande git clone et le chemin relatif vers le dépôt global. Vous pourrez alors utiliser Git normalement dans le dossier créé. Il n'est pas possible de juste copier-coller le dossier du dépôt global qui n'est pas un espace de travail. Notez d'ailleurs que l'on peut reconnaître un espace de travail Git si le dossier en question contient un dossier caché, .git. Tout ça c'est bien beau, mais comment cloner un dépôt hébergé ailleurs que sur votre PC comme sur GitHub par exemple? Il suffit simplement de taper la commande git clone et le lien du dépôt pour le cloner dans le dossier où vous êtes. Sur GitHub, il vous suffit de prendre le lien de la page internet ou alors dans Clone or Download, le lien en mode HTTPS. Parlons rapidement de ce protocole HTTPS, je vous conseille le mode HTTPS pour cloner un dépôt dont vous n'êtes pas contributeur. Dans le cas contraire, je vous conseille de cloner le dépôt en mode SSH. En effet, SSH est un protocole d'identification. Avec GitHub, il vous permettra d'envoyer vos modifications sur le dépôt distant sans taper votre mot de passe GitHub à chaque fois dans la console, ce qui est plus confortable. Mais il y a un avantage plus important, certains dépôts peuvent être configurés de manière à ce que seuls les membres authentifiés en SSH puissent publier. C'est pourquoi je vous conseille de savoir configurer le SSH en suivant ces liens, pour GitHub ou pour GitLab. Il faudra générer les clés SSH sur votre PC et associer le PC correspondant avec votre compte sur le site en question. Vous venez de cloner votre dépôt et avant de voir les opérations de base, je vais à nouveau parler du git config. Nous l'avions vu dans la vidéo précédente, il est important de bien configurer son identifiant et son email Git. Vous savez déjà le faire avec l'option ---- global et donc ils sont déjà paramétrés. Mais si par exemple pour un dépôt particulier vous avez besoin d'une identité différente, par exemple une email pour un compte différent, alors vous pouvez utiliser l'option ---- local du git config. Les paramétrages avec cette option seront prioritaires sur ---- global dans le dépôt en question. Les commandes que nous avons vues ne changent sinon pas. Nous allons maintenant enfin voir le cœur de Git et les commandes essentielles. Si vous n'avez pas vu la toute première vidéo, je rappelle que toutes les commandes que nous allons voir vont manipuler un historique de modification apporté au code. Cet historique de commit est visualisable avec des outils comme Gitka, des extensions pour votre éditeur ou bien la commande gitlog. Il est très important de régulièrement vérifier l'arbre ou l'historique des commits pour checker vos manipulations et voir les ajouts des autres. En parlant de commits faits par les autres utilisateurs, voici la commande git pull. Elle permet tout simplement d'importer les commits du dépôt distant sur votre dépôt local. Cela permet donc de mettre sa version du programme à jour avec les modifications des autres. Vous voilà donc avec la dernière version du programme. Vous codez et ajoutez ou supprimez des lignes de code ou des fichiers. Voici la commande git statue. Cette commande va vous afficher la liste des fichiers modifiés depuis le dernier commit. Notez d'ailleurs que la plupart des visionneurs d'historique permettent aussi de voir cette liste, mais aussi de voir en détail les lignes modifiées. Nous allons procéder à la création d'un commit. Pour ce faire, il va d'abord falloir sélectionner les fichiers que vous souhaitez rassembler. Il suffit de taper la commande git add et un fichier ou un chemin vers un fichier. Vous ne pouvez évidemment ajouter que les fichiers modifiés, donc ceux qui apparaissent dans le git statue. Il est possible d'ajouter l'intégralité d'un dossier, ou même d'ajouter directement tous les fichiers avec la commande git add *. Par ailleurs, la commande git reset ---- permet de désélectionner un fichier, elle fonctionne de manière similaire à git add. Vos modifications sont maintenant dans le stage, les fichiers sont affichés en vert dans le git statue. Il ne reste plus qu'à créer le commit avec la commande git commit. À ce moment-là, l'éditeur que vous avez configuré dans la précédente vidéo va s'ouvrir. Dans le fichier qui s'ouvre, vous pourrez écrire un titre de commit mais aussi une description. La première ligne du fichier sera le titre, tout le reste, la description. Les lignes qui commencent par un dièse ne sont pas prises en compte. Pour valider la création du commit, fermez simplement le fichier sur l'éditeur. Assez souvent, le titre se suffit à lui-même et il est possible de créer directement un commit avec la commande git commit-m et le titre entre guillemets. Voilà, vous savez comment créer vos commits. Maintenant, voyons une dernière commande, peut-être la plus importante, il s'agit de git push. C'est simplement l'inverse de git pull car elle permet de publier sur le dépôt distant les commits que vous avez faits et votre version du programme devient alors la version principale. Si un message d'erreur apparaît, c'est simplement qu'il y a des nouveaux commits sur le dépôt distant, il faut juste faire un git pull avant de push. Toutes ces commandes sont très simples mais vite répétitives, c'est pourquoi pour certaines, vous préférerez peut-être utiliser un éditeur de code plutôt que de les taper.
Comme convenu dans ces vidéos, je vous présente cette fonctionnalité sur l'éditeur VS Code. Dans l'onglet à gauche, avec le logo Git, les modifications faites depuis le dernier commit s'affichent. Il est possible de stager ou d'enlever des fichiers avec les boutons plus et moins. Enfin, vous pouvez écrire le titre du commit dans la zone de texte et le créer en le validant. Les autres commandes comme push et pull sont disponibles dans le menu déroulant. Vous avez les bases du fonctionnement et des commandes de Git. Avant d'aller plus loin, nous allons parler des bonnes pratiques. Je vous conseille tout d'abord de régulièrement pull les modifications des autres, en effet ils peuvent corriger ou ajouter des choses avant vous et vous en bénéficierez au plus tôt. Généralement, mettez-vous à jour entre chaque groupe de commits correspondant à une fonctionnalité que vous développez. De manière générale, vous suivrez donc la procédure suivante, git pull, git add et git commit. Parlons en détail des commits, le concept même des commits peut vous sembler encore bizarre, je rappelle qu'ils permettent un traçage des modifications extrêmement détaillé, et vous le verrez par la pratique, mais les informations qu'ils contiennent peuvent vous faciliter bien des choses et vous faire gagner du temps. La bonne pratique est de commit très souvent, n'ayez pas peur d'avoir des centaines de commits sur votre dépôt, c'est tout à fait normal. Avoir beaucoup de commits permet un bon suivi du développement du programme. Il est plus facile de débugger ou d'analyser son code car les modifications sont bien triées. Par exemple, vous avez un bug, en retestant les commits précédents, vous arrivez à trouver lequel contient la modification qui a engendré le bug. À ce moment-là, il est préférable que le commit en question contienne peu d'ajouts, car ce sera plus facile de trouver les lignes du bug. Mieux vaut donc avoir beaucoup de petits commits plutôt que très peu de commits extrêmement gros. Enfin, avoir beaucoup de commits, c'est aussi une preuve que le développement est organisé et planifié. Forcez-vous à faire de beaux historiques de commits, cela vous permettra de coder étape par étape de manière rigoureuse. À propos du commit en lui-même, il est donc évident que son titre et sa description jouent un rôle important dans la compréhension du commit. Le titre doit être concis et clair, bref, il doit, en quelques mots, expliquer ce que le commit apporte au code. Pour détailler encore plus le contenu d'un commit, il faut écrire dans la description. Dans les deux cas, il est plus conventionnel d'écrire en anglais. Après les commits, le push, et là aussi, il y a des bonnes pratiques. Et je vais même parler de règles pour insister sur l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec git push. En effet, comme git push impose votre version aux autres développeurs, il est important de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Si autant ce que vous faites sur votre PC ne regarde que vous, ce n'est pas le cas de ce qui est push. Soyez sûr de ce que vous faites. D'ailleurs, la 5e vidéo de cette série vous explique comment corriger certaines erreurs de manipulation. Quoi qu'il en soit, voici les règles. Il est interdit de pusher quelque chose qui ne compile pas ou qui crache. De manière générale, si les bugs sont involontaires, il est formellement interdit de pusher quelque chose qui ne fonctionne pas de manière évidente. Car dès que les autres développeurs auront pull la modification, ils seront bloqués dans leur travail car leur code cessera de fonctionner. Enfin, dernière règle, pour éviter d'alourdir un dépôt inutilement, il faut pusher de manière générale uniquement les sources du code, c'est-à-dire les fichiers de code et pas des fichiers compilés ou des exécutables. Les utilisateurs du dépôt ont normalement déjà sur leur PC installé tout le nécessaire pour exécuter le programme à partir du code source. Il est d'ailleurs important dans le README du projet d'expliquer la procédure de compilation. C'est pour cette raison que même par exemple pour des documents de texte, on préfère utiliser du Markdown ou du LaTeX, qui sont des langages de mise en page, plutôt que des fichiers Word ou PDF. Il y a évidemment des exceptions, par exemple les images sont des fichiers très lourds, mais elles font partie des sources. Cette dernière règle me permet d'ailleurs d'introduire le concept de gitignore. Vous en avez marre de voir apparaître tous ces fichiers à ne pas push dans le git statue, il suffit simplement de les ignorer avec un fichier caché spécial, le fichier .gitignore. Ce fichier permet tout simplement de déclarer une liste de fichiers, d'ensemble de fichiers ou de dossiers, que Git va ignorer et qui ne seront pas signalés s'ils sont modifiés. Généralement, on place un seul fichier .gitignore à la racine du dépôt, mais il est aussi possible d'en placer dans des dossiers. Un .gitignore ne prend effet que dans le dossier où il est et ses sous-dossiers. Voici des exemples d'utilisation. Pour ignorer un fichier précis, tapez son nom. Pour ignorer tous les fichiers avec cette extension, mettez *l'extension. Et vous pouvez aussi ignorer un dossier entier, par exemple le dossier des fichiers compilés. Attention, petite subtilité du gitignore, ce n'est pas un fichier de configuration propre à votre PC. Le gitignore est lui-même un fichier et ironiquement n'est pas ignoré par Git, ce qui veut dire que vous pouvez le push et le pull et il est donc partagé à travers les dépôts et commun à tous. C'est pourquoi je vous conseille de créer un gitignore dès les premiers commits pour ne pas oublier. Ce qui est cool, c'est que les projets de programmation suivent souvent les mêmes modèles, par exemple votre éditeur ou votre IDE génère des projets avec la même structure de dossier. Ces modèles sont connus et évidemment des .gitignore tout faits existent. Rappelez-vous, sur GitHub, vous pouviez dès la création du dépôt ajouter un gitignore en particulier. Je vous conseille aussi de passer par le site gitignore.io qui est extrêmement bien fait. De manière générale, surveillez votre git statue après votre première compilation. Si des fichiers générés apparaissent, ajoutez-les alors au gitignore. Cette vidéo touche à sa fin, vous savez maintenant comment utiliser Git de manière basique. Cependant, je vous ai caché un problème qui va vous bloquer très rapidement. Que se passe-t-il si deux développeurs modifient le même fichier au même endroit en même temps? Et bien au moment du pull du deuxième développeur, Git va générer un conflit et casser votre code. Je vous invite vivement à regarder le début de la prochaine vidéo où nous verrons comment régler ce problème. Sur ce, salut à tous.